Midi 11 minutes, vous êtes dans le show Wake Up, Ismaël Trépanier, Jonathan Bouchard, aux news et Chris Dallaire pour les sports. C'est simple, comme ça, j'ai dit, c'est sûr qu'on aurait quelque chose à se dire. Et off the record, je lui ai avoué que je réfléchissais un petit peu à André Boisclair tout à l'heure et soudainement, il m'a pris l'envie de me piquer, de faire de la politique et de changer de sexe. Bonjour Maurice. Bonjour Ismaël. Bon, ça commence sur les chapeaux de roue. Eh oui. Eh oui. Sur les chapeaux de chenille, bon. Mais non, mais il faut, c'est la réalité. On va écraser aujourd'hui. Ah, c'est clair. Oh, bon sang. Non, mais ça en est passé des choses en moins d'une semaine. Oui. Maurice, je crois que de ton côté, je pense pas que tu te sois fait encore attaquer par l'Express, hein, le journal L'Express. Non, ça pourrait tout à fait être envisageable. Oui. Aujourd'hui, tout est possible en France. Oui. Effectivement, même à l'émission hier, lorsque je t'ai lâché un petit coup de fil, oui. Tout le monde en parle avec Eric Zemmour. Oui. Je parlais justement de la grosse truie Michel Bernier. Oui, c'est pas la pire en fait. On parlera plutôt de la petite, je pense, la petite capot gauchisto-islamiste qui est venu nous donner des leçons de morale avec la complicité de l'acteur Francis Huster. Ça a été, je crois. Je voulais juste te dire, excuse-moi d'enchaîner direct. Oui, pas trop, mais c'est Clémentine Autain. Je dis ça surtout pour peut-être mes auditeurs français, c'est qu'il y a des fois des morts qui tombent vraiment mal. Quand Philippe Muret est décédé, il y a maintenant, on va dire quelques jours, il y a peu de temps, bon évidemment moi ça m'a fait mal, je connaissais peu personnellement, mais je connaissais évidemment pratiquement tous ses livres, et j'avais comme l'intuition que vraiment sa mort tombait mal. Et écoute, en l'espace, on va dire, de 2 semaines, on a eu droit à tout. C'est-à-dire que tout ce que Muret décrivait avec son talent, en plus de styliste cinglant, son inventivité en termes de vocabulaire constante, sa description clinique de cette modernité soi-disant progressiste qui en fait nous ramène dans les culs de basse fosse de l'obscurantisme le plus total, Muret, c'était le médecin, si j'ose dire, de tout ça. Il nous permettait, en tout cas à certains d'entre nous, de prendre un bol d'air, de soudainement se dire, on n'est pas tout seul à penser ça. Et quand j'ai vu cette émission de Tout le monde, cette émission de avec service, avec à la fois Michel Bernier, Francis Huster qui sortait de sa villa tropézienne, j'imagine, pour nous donner des leçons de politique, et voir Éric Zemmour, littéralement, quasiment traité de nazi par cette petite connasse, je me suis dit, Philippe Muret aurait dû, Philippe, si tu m'entends là-haut, tu aurais dû ne serait-ce que survivre 15 jours de plus, parce que tu aurais vu pratiquement l'aboutissement de ce que tu envisageais, j'allais dire malheureusement, comme destiné à nos sociétés, à nos sociétés zombifiées. Et là, on l'avait effectivement, j'allais dire, en direct, sous nos yeux, comme si c'était sorti d'un livre de Philippe Muret. Ils étaient tous là, j'allais dire, autour de la mama, autour de la mort elle-même. Donc il y avait la petite gauchiste, féministe, pour laquelle toute, j'allais dire, notion masculine est par définition une notion fascisante, et par définition une notion à renvoyer dans les poubelles de l'histoire. Effectivement. Ok. Oui. Plus ou moins appuyé, mais c'est toujours comme ça chez Ardisson, il a sa technique, si tu veux, c'est qu'il va amener un radical, quel que soit son camp, j'allais dire, maintenant il n'y en a plus qu'un de toute façon, vert, rouge, brun, j'allais dire, et puis en face il va mettre quelqu'un qui éventuellement serait en position de pouvoir le contrer, mais, c'est là où Ardisson est très malin, il va inviter, on va dire, du people, comme on dit dans la presse, hein, c'est-à-dire des gens qui quelque part, si tu veux, ne sont pas possiblement, comme on dit au Québec, ne sont pas attaquables. Comment veux-tu attaquer Francis Huster? C'est un grand acteur. On peut rien faire. On va pas soudainement dire à Francis Huster, mais monsieur, vous dites n'importe quoi, et en plus vous feriez mieux de la boucler et de retourner sur votre étau, là où vous savez un peu faire quelque chose. Mais arrêtez de nous parler politique.
Ouvrez un bouquin, commencez par la Bibliothèque Rose éventuellement, puis peut-être que dans une vingtaine d'années, vous pourrez arriver à sortir un argument valable. Mais c'est toujours pareil. Et c'est toujours le même système. Et ça marche à chaque fois. Moi-même, je me suis fait piéger par cette machinerie télévisuelle, si tu veux. Et le pauvre Éric Zemmour, qui d'ailleurs s'en est plutôt bien sorti, je dois dire, on a bien vu, si tu veux, qu'en fait, tout était préparé pour le déchiqueter. À la fois par l'humour, donc si tu veux, on a la crédibilité, j'allais dire, de la société civile d'une certaine manière, hein, c'est-à-dire, bon, les braves gens qui rigolent, etc. On a la gauchiste de choc, qui elle est là pour mener l'assaut, et puis on a, j'allais dire, la couverture people, c'est-à-dire un acteur ou une actrice, ou un chanteur ou une chantrice, tu vois? Ouais. Voilà. Et ça marche à chaque fois. Sauf que, peut-être qu'effectivement, ce que tous ces braves gens qui sont, si tu veux, à la tête du pouvoir culturel en France, comme on était à la tête du pouvoir culturel en Chine dans les années 60, Ouais. ne voient pas arriver, peut-être, ne voient pas arriver la vague, le tsunami. Ils n'ont pas entendu, parce que c'était sous l'eau là-bas au loin, ils sont encore plongés dans leur répétition, j'allais dire, leur répétition hypnotique, hypnogène même, de leur slogan, donc ils n'ont pas entendu qu'il y avait eu un craquement. Que ce craquement avait soulevé une vague, et que la vague, elle se dirige là, à toute vitesse vers le pays. C'est que, bizarrement, au fur et à mesure que je regarde, si tu veux, par exemple, j'allais dire les informations que je regarde ou que j'écoute, les informations en provenance de France. Je t'en ai envoyé quelques-unes ce matin par email. Okay. Bon, si tu veux, maintenant, il est clair que les manifestations qui sont en cours en France depuis une dizaine de jours, là, contre les contrats première embauche, comme on dit, les CPE en France. Pas confondre avec les CPE québécois. Non, pas du tout. C'est juste pour éviter les confusions. Donc les contrats première embauche, contre lesquels, si tu veux, soi-disant toute la jeunesse française se serait dressée. Comme d'habitude, c'est une manip de la formation. Dans toutes les facs françaises, la majorité des étudiants aimeraient bien reprendre le travail. Sauf que, comme d'habitude, les syndicats gauchistes ou pro-communistes tiennent la place. Ah. Okay. Et ils tiennent la place, il faut le savoir, pas toujours, je veux dire, à la manière communiste, quoi. Un peu comme un quart de rouge, quoi, tu vois. C'est-à-dire, si t'es pas d'accord, eh ben, tu te fais casser la figure. Mais alors, radical. La supplémentaire vient du fait que maintenant, et c'est l'email que je t'ai envoyé tout à l'heure au sujet des événements en Seine-Saint-Denis, et c'est quelque chose, ça fait mal, tu sais, des fois, d'avoir raison. C'est-à-dire de simplement voir les choses se profiler avant qu'elles n'arrivent vraiment. Or là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une convergence entre les syndicats, entre guillemets, étudiants, qui ne sont pas autre chose que des organismes trotskistes ou anarcho-communistes, qui manipulent les étudiants, les partis de gauche ou d'extrême gauche institutionnels, si j'ose dire, et la racaille des banlieues. En masse. Cette fois, ils vont plus péter la gueule aux étudiants. Ils ont trouvé que c'était beaucoup plus malin de s'infiltrer dans les manifestations pour aller ravager les casser. Eh oui. Ok. Eh oui. Donc maintenant, si tu veux, la convergence du nihilisme, on va dire politique, hein, c'est-à-dire l'exemple étant justement l'espèce de petit capot SS rouge de l'émission d'Ardisson hier, je ne sais plus quel est son nom, peu importe, et si tu veux, on va dire les SS des cités, les petits nazillons qui violent, qui raquettent, qui dominent, qui torturent, qui assassinent en toute impunité sur le territoire de la République. Et ce qu'il y a de génial, c'est que tu vois nos braves gouvernants de l'UMP, c'est-à-dire cette pauvre truffe de Chirac, accompagnée de cet imbécile heureux qui est de Villepin, essayer, si tu veux, de contrôler, entre guillemets, de canaliser le mouvement. Mais ils n'ont pas compris qu'ils faisaient partie du mouvement. En fait, toute la société française est en train d'ouvrir une véritable autoroute pour tous ces gens-là. Et effectivement, ces gens-là qui fantasment depuis 35 ans sur Me 68, et là, ils nous refont Me 68. Tu vois, ils nous le refont, mais alors cette fois avec comme objectif, si tu veux, la destruction définitive
de toute la société française. Parce qu'il faut bien que tu comprennes que l'affaire des contrats première embauche, comme d'habitude, ce n'est qu'un prétexte. Ben oui. Ok? Les élections, c'est dans un an. Les élections présidentielles sont dans un an. Alors, qui est le prochain? Qui est le prochain sur quoi? Sur quelle Pour la politique. liste noire? Ouais, pour la liste noire. Oh, ben moi, ça fait longtemps que je suis sur la liste noire de ben des gens, mais Moi aussi, je te rassure. Personnellement, c'est un honneur. Ah, ben moi, tu sais, ma politique, la mienne est très simple. Elle est fort simple. C'est un ennemi à tous les jours. Ah, c'est très bien comme slogan, ça. Je devrais le reprendre à mon compte. Ah. Surtout que parfois, je suis loin du compte. Enfin, je veux dire que j'en ai beaucoup plus. Mais non, voilà, si tu veux, là, maintenant... Ouais, c'est sûr, t'es plus vieux que moi, là, quand même, Comme Maurice. j'avais dit à Dutrisac, je me rappelle à l'émission de TQS, écoute, je pense que les émeutes, c'était au mois de novembre, l'an dernier, je pense que les émeutes ne sont en fait qu'un prologue. Ok. À ce qu'on pourrait appeler la guerre civile française. Ben là, je peux te dire que du prologue, on est passé au premier acte. Ça y est. Ok. Parce que là, les manifs CPE, là, les manifs machin, là, le nœud 68 à la française qui sont en train de nous faire, ça va durer, hein. Et le problème, c'est que, si tu veux, dans la situation extrêmement instable, chimiquement, j'oserais dire, de la société française, on ne sait absolument pas vers quoi ça peut débouler. Effectivement. Et c'est là qu'ils sont tous en train de jouer avec le feu, et moi, quelque part, ça me fait presque plaisir de voir des amateurs pyromanes jouer avec des allumettes, parce que, si tu veux, ils vont se renverser un peu d'essence sur eux-mêmes, et puis... Tu vois? Oui. Ça va faire boum. Et là, bon, ben... je commencerai à regarder les choses peut-être avec un peu plus de sérénité. Justement, il faudrait prendre peut-être la vie... Il faudrait peut-être bientôt penser à adhérer à Liberté 55. Qu'est-ce que c'est, ça? Excuse-moi. Ben, c'est une assurance vie pour les gens de 55 ans et plus. Moi, je ne sais pas encore. Ah non, je sais. Je t'agace, Maurice. Mais dans tout ce qui se produit, bon, tu nous as dit que ces gens-là infiltrent les manifestations. Absolument. Bon. Non, en fait, ils n'ont même plus à les infiltrer. Si tu veux, si tu veux, c'est ce qu'on appelle la situation, d'ailleurs, je crois que Delcambre, ou peut-être M. Dufour, je ne me rappelle plus, sur une de vos récentes émissions, parlait de ce concept de dhimmi, qui est central dans l'islam, si tu veux. Okay. C'est-à-dire qui est, si tu veux, le soumis. Hein, celui qui va payer la jizya, hein, c'est-à-dire l'impôt, si je veux dire, sur la vie, que le dhimmi doit payer en pays d'islam, s'il veut survivre. Le dhimmi étant, par définition, un chrétien ou un juif qui accepte de vivre en terre d'islam, ou plus exactement, qui accepte de se faire accepter contre impôt en terre d'islam. Bah, si tu veux, là, les petits diandians, comme je les appelle, les meux 68ards qui nous font le petit spectacle post-situationniste tous les jours, si tu veux, en fait, ils sont dans la situation, eux aussi, des dhimmis. C'est-à-dire que, par rapport à la racaille taliban-lieusaarde, islamisée des banlieues, ils ont déjà goûté à une, si tu veux, je veux dire, une sorte de première l'année dernière. C'est-à-dire quand les racailles sont descendus en masse pour aller les frapper, ok, au mois de mars 2004, ben, j'allais dire que quelque part la leçon a été retenue. C'est-à-dire que maintenant, ben, si tu veux, ils leur disent, ben, venez. Oh, vous n'allez pas nous taper dessus, on est tous potes. On combat tous contre le grand méchant capital. Tu vois? Les méchants capitalistes, occidentaux, etc. Donc tu as une convergence. Non seulement tu as une convergence, il faut savoir, à l'échelon supérieur des partis, c'est-à-dire qu'il faut savoir que le Parti Socialiste, il faut savoir que l'UMP, il faut savoir que même le Front National a des contacts réguliers, tous ces partis de merde ont des contacts réguliers avec les nazillons islamistes. Qu'ils soient institutionnalisés, j'allais dire, sous la forme d'une organisation des musulmans de France quelconque, ou pas encore. Mais Maurice, c'est pour ça qu'on voit des connards écrire des livres sur Jacques Chirac, la tragédie du président. Je ne connaissais pas celui-là. On est revenu, je crois que c'était M. Dufour, ou peut-être Super Résistant, qui sur tes ondes disait, enfin, comparer la France, je l'ai déjà fait, je veux dire, c'est pas pour revendiquer une, tu vois, ça n'a rien à voir, une primauté dans le discours, mais simplement, je remarquais que on était là-dessus très proche, c'est-à-dire qu'effectivement, la France
c'est un mot de je ne sais plus qui, excuse-moi, Oui. la France est une URSS qui a réussi. Oh bon sang. Ok? Je pense que... Ah, attends un instant. Je crois que ça vient de Super Résistant Maurice. Non, 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 il a dû la reprendre, mais je peux te dire que c'est un mot connu Ok, ok, ok. des années 60 ou 70. Malheureusement, là, sur le moment, là, ça m'échappe. Oui. Mais ce mot est connu. Et le problème, si tu veux, c'est que c'est Ok. tout à fait vrai. C'est-à-dire que le pouvoir d'État en France, si tu veux, a une tradition, on va dire quand même très centralisatrice, qui a fait que, grosso modo, à partir du moment où un certain nombre d'idéologies ont été captées par ce pouvoir, il les a parfaitement assimilées à très grande vitesse. Ce qui fait qu'effectivement, il ne faut pas s'étonner s'il y a des gens qui sont écoutés, si effectivement les libertés individuelles sont maintenant directement menacées par des députés. Comme Super Résistante en a parlé avec le fameux amendement Roubaud. Oui. Mais il y en a plein d'autres. Ça n'arrête jamais en France. Tu sais, la France est le pays au monde qui prend le plus de lois quand même. Hein. On est, si tu veux, à la limite, on pourrait les exporter. C'est-à-dire ce qu'on fait d'une certaine manière. Tu vois. Bah oui, ça n'en passe. C'est un peu dommage, mais... Effectivement, il en passe beaucoup ici, les lois, Maurice. Voilà, qui sont c'est inspirées clair. directement, si tu veux, en fait... Il va y avoir le port du casque bientôt, le casque de, justement, pour le ski alpin. Il va y avoir le port du casque obligatoire. Si tu veux. Ben alors, c'est drôle que tu dises ça, parce que d'une manière assez détournée, Oui. on rejoint, si tu veux, je vais dire le problème, en fait, central de la jeunesse française. Ah. Celle-là même qui manifeste contre les CPE. Alors que la grande majorité des patrons, qu'est-ce que c'est qu'un patron? C'est bien souvent l'ancien étudiant qui a simplement monté une petite boîte avec, excuse-moi, comme on dit chez nous, sa bite et son couteau. Okay, et je peux te dire que c'est souvent, en France en tout cas, monter une entreprise, honnêtement, ça équivaut à se taper un Everest. Ok. Bon, eh ben, si tu veux, ces patrons jeunes ou moins jeunes disent, mais nous, avec un contrat première embauche, on embauche tout de suite. Tout de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du jour au lendemain, on peut dire que le chômage, du jour au lendemain, le chômage des jeunes serait probablement coupé de moitié. Eh bien pourtant, les partis de gauche et d'extrême gauche, qui ont vu là une occasion inespérée de préparer l'élection présidentielle de l'année prochaine, se sont dit, ah ben non, pas question. Mais ça rejoint une tendance profonde, Ismaël. Et une tendance profonde qui différencie fondamentalement, par exemple, je crois, la jeunesse, entre guillemets, française, qui à mon avis est déjà très vieille, et puis par exemple, la jeunesse nord-américaine. Ok. Quelle qu'elle soit. Et je vais te dire tout simplement la chose. C'est un sondage qui a été effectué l'année dernière, dont j'ai eu les chiffres, et qui dit la chose suivante. Sur la population des jeunes âgés de 18 à environ 30 ans, je crois que c'est 18-34 le sondage, Ok. quel est, j'allais dire, le métier, la vocation qui vient en premier dans les... Vétérinaire? Non, non, c'est fonctionnaire. Pour 75% des jeunes. Aujourd'hui, j'allais dire, le fantasme, j'oserais même plutôt dire comment pourrais-je, l'appel, la vocation de 3 jeunes sur 4 en France, c'est de devenir postier. Quoi? Eh oui. Ah, merde. Pourquoi? Ben parce que tu as la sécurité de l'emploi. C'est ça. Tu as 3 mois de vacances, parce qu'il faut savoir qu'en France, les fonctionnaires ont 3 mois de vacances congés payés par an, hein, d'accord? Tu as les 35 heures quand c'est pas les 28. Oh. Tout va bien. Et en plus, tu as la reconnaissance sociale. Parce Oui. qu'aujourd'hui, en France, si tu veux citer un patron, t'es un enculé. Je m'excuse de la vulgarité, mais c'est Comme ici, hein, les patrons, c'est tous des salauds. Non, je crois quand même, je te jure, Ismaël, réellement, il y a une... Malgré ce que toi tu vis, malgré ce que beaucoup de gens vivent ici au Canada, moi, si tu veux, quand même, je peux comparer. Ouais. Parce que j'ai vécu en France, quand même, si tu veux. Honnêtement, il y a une distance terre-lune entre les deux conceptions. Non, moi, Maurice, je suis désolé. Non, mais je veux pas te contredire, mais je pense que... Bon, le Québec est malheureusement, ça je suis d'accord, Oui. je serais d'accord avec toi si tu me pointais du doigt le Québec. Le Québec, malheureusement, c'est trop souvent laissé influencer, justement, que je l'ai souvent dit, par les aspects socialistes, centralisateurs et jacobins de la France, au lieu de puiser
dans la tradition britannique qui est à ce titre largement supérieure. Mais malgré tout, au fond de vous-même, vous êtes quand même... Qu'est-ce que tu veux, Ismaël? La différence entre un Français et même un Québécois, si tu veux, on va dire un Québécois de souche, c'est que ton arrière-arrière-arrière-grand-père, ben, lui, il a eu les burnes de venir ici. Oui. Il a eu les burnes de venir couper du bois toute sa vie, là, si j'ose dire, et puis taillater la tête de peut-être quelques Indiens pas très sympathiques, et de quelques Britanniques au passage aussi. Ok. Donc d'ailleurs, c'était réciproque. Tous ceux qui sont restés, tous ceux que le ministre Talleyrand appelait souvent des merdes, excuse-moi, dans des bas de soie, tous ces voltairiens qui sont restés, ben c'est ça la France d'aujourd'hui. Des merdes dans des bas de soie, c'est vrai en tabarouette ça quand même, je trouve que le parallèle est bon là. Ben c'est Talleyrand, il savait de quoi il parlait. Donc, si tu veux, le truc c'est que je sais que jamais... en Amérique du Nord et même au Québec, s'il y avait eu une loi approximativement identique à celle des contrats à premier emploi français, il y aurait peut-être eu une petite mobilisation de 3 ou 4 anarchistes comme d'habitude, bon on les connaît, et puis, allez hop, rouler jeunesse. Et ça n'aurait pas fait plus de bruit que ça. Mais en France, la différence c'est que les jeunes veulent être fonctionnaire. Ah, Maurice, moi, sérieusement, j'imagine à quel stade, on vient je veux dire, on est le pays pratiquement, enfin, si on enlève le vol des frères Wright, si tu veux, on a quasiment co-inventé l'aviation, donc si tu veux, moi, mon père, par exemple, excuse-moi, j'en parle souvent, mais parce que tout simplement, c'est comme, il est de la génération de Monsieur Dufour, enfin, il vit plus, il est mort, mais il aurait été de la génération de Monsieur Dufour. Ben, qu'est-ce qu'il voulait faire, lui, quand il avait 18 ans? Et même quand il en avait 14, me disait-il, il voulait être aviateur. Mais comme beaucoup de jeunes Français à l'époque, qui étaient fascinés par les aventures de Blériot, de Guinemer, de Saint-Exupéry, enfin j'en passe et des meilleurs. Voilà, ça c'était quelque chose qui fascinait la jeunesse française. Donc on voulait être aviateur. Mais aujourd'hui on veut être fonctionnaire. Fais attention, hein. Tout ça, tu vois ce que je veux dire, hein. Ou être chanteur, pas infirmier, non, tout à fait. Et c'est important parce que les jeunes aussi rêvent énormément du Star System, hein, Maurice, t'es d'accord? Alors, si tu veux, c'est précisément ce qui s'est passé, c'est que, si tu veux, comment dire, c'est comme si la société c'était comme réellement excusez-moi du barbarisme, du néologisme, schizophrénisé, c'est-à-dire que d'un côté, tu as, si tu veux, une espèce de pseudo-vocation, presque une sorte de mystique, de pseudo-mystique, si tu veux, de la célébrité, dans lequel embarque effectivement une grande partie de la jeunesse, puis de l'autre côté... Mais ils ont de l'avenir, Maurice, ils veulent être soit artistes, ils veulent soit être artistes ou fonctionnaires. Eh ben voilà. Ils veulent devenir des Chloé Sainte-Marie du Québec. C'est méchant. Hein. Mais non, parce que, encore une fois, en plus, si tu veux, dans les deux cas, on voit bien que c'est quelque chose qui est en repli, si tu veux, c'est pas une vraie vocation qui est suscitée, c'est qu'on va à la Starac pour se dire, bah au moins comme ça je serai pas chômeur. Et on va dans la fonction publique en se disant exactement la même chose. Effectivement. Parce que l'autre truc, enfin l'autre phénomène, si tu veux, qui conditionne tout ça, évidemment, c'est l'incapacité désormais, excuse-moi d'employer un mot un peu compliqué, ontologique, je veux dire intrinsèque de la France, de pouvoir, en fait, s'assurer d'un développement économique réel et durable. Le développement économique français est complètement artificiel. Quand ça va s'écrouler, cette machine, ça va être une véritable catastrophe, à côté de laquelle, excuse-moi, l'explosion précisément de l'URSS qui, elle, avait raté, ce sera de la petite bière. Parce qu'on est quand même encore dans les chiffres, la 5e ou la 6e puissance économique du monde, ce qui n'est pas rien. Donc, si tu veux, quand ça va s'effondrer, ça, ce sera comme un building, là aussi, qui va tomber. Et qui va entraîner toute la population avec elle. Parce que quand tu es dans un pays où il n'y a plus de volonté de conquête, où il n'y a plus de volonté, en fait, de réelle innovation, où il n'y a plus de volonté de dépassement de soi-même, où, justement, le choix, j'allais dire, mais le choix, non pas qui est donné à la jeunesse, mais le choix que la jeunesse se donne elle-même, c'est soit la Star Academy, soit la fonction publique, eh ben, on peut dire que le pays est mort. Il est mort. Effectivement. Maurice, midi 35 minutes, tu nous donnes un peu de temps pour aller en peu parce qu'on aurait des questions au retour. D'accord. Hey, entre toi et moi, le Maurice, là, avoue-le donc, le CD de Chloé Sainte-Marie, tu le mets pour stabiliser la pâte de ta table de cuisine.
Avoue-le. Non. Oh merde. Bon, reste là tout le monde, on revient dans même pas de petites minutes. Ah, le temps passe vite, midi 40 minutes, Maurice est toujours avec nous. Oui. Et ça n'a pas de sens. Il est déjà midi 40 minutes, il nous reste à peine 15 minutes pour discuter. Nous, on était off des records, mais quand même, il m'a avoué candidement que oui, il en mangeait la poutine pour la question qui lui a été posée, mais seulement que Vladimir. Je pense que je l'ai bien résumé. Ouais, très bien. Bon. À partir de ton expérience, de la France, Ouais. quelles leçons as-tu tirées de tout ça? Et qu'est-ce que tu peux nous amener aussi, hein? Ben, si tu veux, en fait, ce que j'aimerais déjà d'abord, bon, si tu veux, j'admets que je suis parti parce que je pouvais plus supporter, si tu veux. Malheureusement, je veux pas passer pour une sorte de prophète à 2 euros, là, comme on dit, si tu veux, mais en 80. Non, mais si tu veux, à mon retour d'ex-Yougoslavie, j'avais compris que l'Europe, d'ailleurs dans son ensemble, était face à une crise. J'étais pas capable de la prédater comme ça, tu vois, je suis pas un prophète, c'est pas ça, mais je me disais, on s'en va vers le mur. Et la France, si tu veux, en Europe, quand même, il faut bien le comprendre, sur beaucoup de niveaux, c'est la voiture de tête. Donc, si tu veux, quand on va dans le mur, c'est d'abord nous qui nous le prenons. Eh oui. J'allais dire, les leçons, quand elles vont être tirées, elles vont être extrêmement amères, si tu veux. C'est que une société qui se construit sur la destruction de ce qu'elle a été. Il faut savoir quand même que la France, c'est 17 siècles de christianisme. Oui. C'est 14 siècles de monarchie dite absolue, qui pour moi est en fait le modèle de la démocratie. Et puis soudainement, si tu veux, on renverse tout ça et on décide que Dieu, ça n'existe plus. On décide que le roi, eh ben, ce sera le peuple lui-même. Et puis, clac, 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 il y a comme une espèce de petit mouvement qui s'est mis en route depuis 2 siècles, personne n'a rien vu, et là, on en arrive au stade où, soudainement, la France, eh ben, ce n'est plus la France. C'est autre chose, c'est un territoire, c'est encore un territoire, c'est un territoire géré par des fonctionnaires, justement, des fonctionnaires du plan, ouais, comme d'habitude, okay, supervisés eux-mêmes par des directives venues de Bruxelles, dont si tu veux, on va dire, c'est pas le but, mais la destinée, de fait, est de devenir une sorte de république socialiste qui sera, alors là je peux pas exactement, j'allais dire, deviner, mais qui sera islamisée à un certain degré, qui aura, si tu veux, une politique internationale complètement, cette fois, et ouvertement pro-arabe, voire pro-terroriste, en tout cas complètement opposé au continent nord-américain. Oui, oui, tout à fait. Probablement également opposé à la Russie, et allié de fait de toutes les puissances, si tu veux, qu'on voit émerger aujourd'hui, du type Iran ou Arabie Saoudite. Chirac vient de se taper un voyage à Riyad. Il y a quelques mois, De Villepin était à Téhéran. Bon, bah, il manque plus que Sarkozy à Alger, hein. Et voilà, on aura bouclé la boucle. Et il faut que tu saches que là aussi, c'est quelque chose qui a été programmé, qui est planifié depuis 40 ans. C'est pas un accident de parcours. Ça, c'est toujours rattrapable. Non, non, c'est une décision qui a été prise de destruction de la civilisation française pour la remplacer par une espèce d'appendice plus ou moins mondialisé, c'est-à-dire, tu vois, ramolli, on appelle ça le cosmopolitisme, alors qu'à mon avis, c'est très exactement l'inverse. Le cosmopolitisme, ça consistait, par exemple, à savoir parler parfaitement plusieurs langues, comme par exemple Madame Delcambre. Là, on va, si tu veux, vers une civilisation où on ne saura plus parler aucune langue. Ok, le français de l'an 2030, si tu veux, ce sera un espèce de mixage je sais pas quoi, venu des banlieues, et d'un espèce de français venu de la télé. C'est déjà en cours.
aujourd'hui. Il suffit de se promener un peu dans les rues de Paris pour entendre parler les gens, et honnêtement, c'est en train de devenir bien pire que le Québec, excuse-moi, à ce niveau-là, au niveau du soi-disant respect de la langue française. Je veux dire, tu vas dans une banlieue, mais tu te dis, mais où je suis, quoi? Les postiers, mon cher Maurice, est-ce que tu sais exactement combien ils vont être payés de dollars là-bas? Oh, c'est pas une question d'argent. Non? C'est mal, l'argent. Ah. Non, c'est une question de stabilité. Une question de stabilité. Voilà. Okay. Ce qui compte, c'est de surtout ne pas être dans la précarité. Ah, la précarité, mon Dieu. Ah là 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 là. T'imagines ça? Moi, pendant 2 ans, je vais avoir un job. Et si ça se trouve, mon Dieu, mais quel malheur, je vais pouvoir être viré. Oh là 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 là. Ok? Voilà. C'est à ça qu'ils en sont rendus. Bon, moi, si tu veux, j'ai plus rien à faire avec une société comme celle-là, tu vois. Je veux dire, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours intéressé depuis mon plus jeune âge, c'est les sociétés de pionniers. Ok? La France a été une civilisation pionnière à une époque. Cette France-là, malheureusement, elle n'existe plus. Maintenant, c'est une société de postiers. Et, plus que ça, c'est une société de jeunes qui veulent devenir postiers. Ou de jeunes qui veulent devenir rappeurs. Il y a quelqu'un qui... Effectivement. Il y a quelqu'un qui nous envoie encore un courriel à live@rock.com qui nous dit et je pense que tu as déjà vu ce film-là, Maurice, probablement. Et lorsque je vais te lire la phrase, tu vas sûrement faire OK, je capiche. Eh bien, quand la vague leur arrivera dans la gueule, ils seront les premiers à se dire pour l'instant, tout va bien. Oh, mon Dieu. Tout va bien. Ben, si tu veux, je vois très bien qui fait. Enfin, je vois très bien à quoi on fait allusion. Oui, mais si tu veux, oui. Il y avait une vieille chanson d'ailleurs, si tu veux, quand j'ai écrit ce texte, tout va bien, à un moment donné, j'étais en train de le terminer, je me suis dit, mais en fait, ça ressemble à une vieille chanson française que peut-être vous connaissez ici, qui faisait « Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien ». Et le domestique racontait à madame la marquise que tout allait très bien, les écuries étaient en feu, le château avait été cambriolé, tu vois ce que je veux dire? Et tout va très bien. Et en France, c'est ça. Comme le disait d'ailleurs aussi Monsieur Dufour sur vos ondes, enfin sur ton antenne, on a toujours au moins une gare de retard en France. Bon, là, on en a au moins 2, si tu veux. Ça va bien, ça va bien. Ça va très bien, madame la marquise, comme d'habitude, si tu veux, tu vois. Donc, on va dealer, si tu veux, grosso modo, il faut que tu saches que régulièrement, si nos ministres, ou nos présidents même, vont faire des visites régulières dans les pays de la conférence islamique, c'est pour s'assurer de la paix civile. On vient d'avoir la réponse à la question tantôt. Je ne sais pas si tu l'as mentionné, je me souviens plus. Maurice, la France est une URSS qui a réussi. Tu savais c'était qui? Non, vas-y. Jacques Lesbourne. Non, Le Sourne, pardon. Jacques Le Sourne. Ok, d'accord, c'est un nom qui ne me dit rien là sur le moment, mais... Moi non plus. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, c'est un bon mot, de toute façon. Et surtout, c'est un mot qui correspond parfaitement à la réalité actuelle à la réalité actuelle du pays, si tu veux. Pour les prochaines années, encore là, tout en étant très sérieux, Maurice, je suis sérieux en plus, malheureusement, oui. Je suis sérieux. Oui, tout à fait. Et pour un apprenti boucher, là, spécialisé dans la viande porcine, est-ce qu'il y a de l'avenir ou pas en France? Bah, écoute, excuse-moi Ismaël, mais je crois que c'était Monsieur Dufour ou Super Résistant qui te racontait cette histoire absolument hallucinante de ce charcutier de je ne sais plus où, de Compiègne, je crois, qui passe en procès poursuivi par le MRAP parce qu'il n'a pas engagé un noir musulman dans une charcuterie. Une charcuterie, c'est-à-dire, il faut savoir, c'est avant tout de la viande de porc. Voilà. Ok? Et donc, il est poursuivi, condamné pour, j'allais dire, discrimination ethnique, parce qu'il a préféré prendre une jeune française qui en plus était bardée de diplômes dans le domaine, plutôt qu'un musulman qui part, j'allais dire, par définition, ne peut pas approcher de la viande de porc. Alors, tu te rends compte à quel point on est rendu, c'est-à-dire que même en URSS, à la grande époque de Staline, qu'on va finir par regretter. C'est sur le point. Non, mais c'est sur le point de non, mais on envoyait comme les gens au goulag pour des raisons. C'est sur le point de s'installer ici. C'était des types qui étaient des dissidents au régime. Mais tu sens pas le régime stalinien s'installer tranquillement ici au Québec? Mais regarde comme c'est, si tu veux, d'une certaine manière, c'est un pays qui est en train et qui est déjà devenu stalinien, mais si tu veux, on fait beaucoup plus fort que le stalinisme. C'est que le stalinisme a une logique interne, si tu veux, c'est que, évidemment, partaient au goulag tous ceux qui contestaient
la validité de ce régime. Mais là, c'est même pas ça. C'est qu'on est entré dans une sorte de... Comment je pourrais décrire ça? C'est ubuesque. C'est même pas kafkaïen, parce que, si tu veux, c'est Brasil à côté, c'est logique. Enfin, je veux dire, on est dans l'absurde, voilà. On est dans l'absurde. C'est-à-dire que le stalinisme est absurde, mais il a une logique interne. Tandis que là, il n'y a même plus de logique. Le corpus, si tu veux, à la fois juridique et social de la France, ce n'est plus rien. C'est-à-dire qu'on peut condamner un charcutier parce qu'il a choisi de prendre quelqu'un qui savait s'occuper de la viande de porc plutôt que quelqu'un qui ne savait pas s'occuper de la viande de porc. Comme on l'a vu à l'émission de l'Ardicon de service, on a bien vu, si tu veux, Éric Zemmour a tenté de démontrer à quel point on en était rendu en France sur le simple plan, là aussi absurde, des lois sur, on va dire, le harcèlement sexuel. Ah, c'est complètement du délire. C'est du délire, ça. C'est du délire. Mais le problème, c'est que c'est du délire, mais c'est que c'est vrai. C'est-à-dire que si demain, toi, tu es un ouvrier français, enfin un travailleur quelconque, dans n'importe quel type d'usine ou de bureau, et que tu as ton petit casier de métal, et que tu mets la double page de Playboy dans ton casier de métal, et qu'il y a une féministe qui passe à côté et qui voit ta double page de Playboy, la merde, c'est quoi? Tu auras le droit de te poursuivre pour harcèlement sexuel. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais c'est comme ça. Ça, c'est n'importe quoi comparativement à Francis Huster, c'est ça? Francis Huster, qui n'arrêtait pas de dire que Éric Zemmour était n'importe quoi. Francis Huster, c'est un acteur. Si je veux par ben oui, ça s'appelle une... ça s'appelle une traînée. Une traînée oui, pas, non, mais même, les acteurs, selon moi, c'est des traînées. Ils sont là pour... Non, mais ils sont là pour se faire du capital. J'aime les acteurs quand ils s'en tiennent à leur rôle d'acteur. Ouais, mais ils sont là pour se faire du capital auprès de la gente féminine, et c'est ce qu'il a fait, Francis Huster. Il essayait de ranger les... C'est son rôle de séducteur, je veux dire, c'est son rôle de séducteur premier qui traîne depuis sa carrière. Mais il jouait la comédie. Il jouait la comédie, et la seule chose qu'il essayait de faire, c'était peut-être de niquer le plus de filles en même temps. Oh oui, ben c'est ça, pareil. Il voulait baiser le plus de filles en même temps. Il a réussi hier, pareil, à botter pas mal de filles en même temps. Absolument. Mais si tu veux, mais parce que c'est, comment dire, c'est leur fond de commerce. Oui, c'est sûr. C'est que tu ne peux pas aujourd'hui être un chanteur à succès ou un acteur à succès si tu tiens des propos comme ceux que je tiens, par exemple. Oh, si j'ai perdu, moi je le dis, et si tu veux, c'est un deuil que j'ai fait depuis longtemps et sans trop de problèmes. Je sais que j'ai perdu des lecteurs à partir du moment où j'ai commencé à ouvrir ma gueule. Et je sais très bien que si j'avais, si tu veux, comment dire, si je m'étais rangé d'une certaine manière à l'idéologie ambiante, si j'avais dit oui, le mariage gay, c'est super, oui... voyons donc, Maurice, pas perdu mes lecteurs. Maurice, jamais dans 100 ans je t'entendrais dire ça. Je sais pas pourquoi, c'est drôle, je me vois pas en train d'entendre Maurice me dire « Ah ben là, l'homosexualité, c'est normal, il faut faire avec. » Je répète, l'homosexualité pour moi ne pose pas de problème. Par contre, moi c'est toujours par rapport à des problèmes très précis, c'est-à-dire le mariage. Voilà, là, j'ai un problème, et je le dis. Mais j'en ai plein d'autres. Si non, mais il y a la définition, Maurice, qui est la suivante. Excuse-moi, Ismaël. En France, le simple fait de dire ouvertement anticommuniste, déjà, t'es mal barré. Ah oui. Okay. Et si en plus de ça, tu rajoutes l'insulte, j'allais dire, de dire que tu considères l'islam comme un totalitarisme, ce que je redis, et comme le plus dangereux de tous qui ait jamais existé sur cette planète, et ben alors là, c'est foutu. Donc tu peux pas imaginer un Francis Huster ou une Juliette Binoche ou qui tu veux, une actrice, un acteur, ou un chanteur, une chantrice, comme je te dis, commencer à dire des choses. Non, ils sont là pour, j'allais dire, brosser la société dans le sens du poil. Ok. Ben, ils sont là pour ça. Le commentaire d'Éric Zemmour hier, de dire que la société a compris quelque chose, et qui est la suivante. C'est-à-dire que on vit dans une société de consommation, t'es d'accord? C'est clair. Bon. Et qui consomme le plus autour de nous? Il est clair qu'en marketing, j'ai étudié là-dedans, je suis capable de te répondre tout de suite, là, cache que c'est des femmes et des homosexuels qui vont dépenser plus. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de mal justement à dire ça? Je ne peux rien dire qui puisse... Avec cette conne de Clémentine, tu parles, elle a le nom d'une orange, elle peut bien réfléchir comme une putain de noix. Clémentine Autain, ouais, c'est ça, Clémentine Autain, je te jure. Oui,
Et j'aurais tellement aimé, on parle de violence conjugale ces temps-ci, il en passe plein à la télévision, mais j'aurais voulu lui faire foutre une putain de claque en arrière de la tête, Maurice. C'est vraiment le sentiment que j'avais d'être aussi arrogante et méchante. Absolument. Méchante. C'est ça le gauchiste, si tu veux. C'est vraiment, si tu veux, la féministe gauchiste pro-islamiste dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que déjà, si tu veux, elle est persuadée d'avoir, comment dirais-je, une intelligence politique, alors que cette pauvre fille serait à peine capable de décrypter, je te dis, un livre de la Bibliothèque Rose. C'est ça le problème, si tu veux, c'est que ils ont pour eux, j'allais dire, une illusion qui est que, si tu veux, ce sont eux qui maîtrisent le langage politique. Ouais. Okay, alors qu'en fait, ils ne font que répéter des slogans. Ouais. Et en face, quand tu as quelqu'un d'articulé, on va dire, capable d'argumenter comme Éric Zemmour, eh ben, tu as remarqué comment c'est très bien mis en scène à chaque fois les émissions de Tout le monde en parle. Ouais. Il va se retrouver isolé dans son coin. Oh, c'est terrible. Il va y avoir l'acteur de service, Maurice. Francis Huster. Francis Huster, là, hier, là, quand il a dit à Éric Zemmour, là, je vais vous mettre mon pied au derrière ou je vais vous sortir du plateau. Je te jure, Maurice, il n'aurait jamais fallu que ce soit moi. Je te le jure. Effectivement, il vaudrait mieux lui déconseiller. Ah non, moi regarde, non plus d'ailleurs. je pense qu'il y aurait probablement eu 2 rangées de dents à se refaire faire chez le dentiste. Ouais, mais c'est ça. Oh, et oui, fuck! Ismaël, comprends bien un truc. Ismaël, regarde bien la ruse. Oui. Bon, d'abord, Éric Zemmour, on va dire, c'est quelqu'un de gentil. Oui. D'accord Bon. C'est vrai, ça se Ah voit. bon. Okay, non, mais c'est vrai, ça se voit que c'est, comme on dit, une bonne patte. C'est vraiment un type qui cherche à dialoguer. Même, oui, il le pète, là. C'est vraiment pas c'est vraiment pas un pitbull. Une femme. Bon. Mais Francis Huster, c'est ce que je te disais, c'est la statue du commandeur. Tu ne peux pas. Suppose que ça me serait arrivé à moi, et que moi, avec mon, disons, tempérament peut-être un peu plus, disons, un peu plus spontané que Zemmour, j'aurais fait quelque chose, disons, de l'ordre de ce que tu viens de dire. Ouais. Mais alors là, mais c'est fini. Bon, non seulement j'ai probablement un procès aux fesses pour coup et blessure, c'est sûr. Ça, si tu veux, on va en parler. Non, mais en plus de ça, si tu veux, toute la presse, people ou pas ou comme, va dire ah là là, Dantec a tapé sur Huster. Alors là, si tu veux, j'allais dire pratiquement ma carrière d'écrivain est finie. Elle est finie. Non, mais honnêtement, et c'est pour ça qu'il est là. C'est parce que Ardisson, Il pourrait écrire un livre là-dessus. je sais très bien comment il fonctionne. C'est un roi du marketing. Bah oui. Il sait très bien qu'en mettant un Huster ou si tu veux une personnalité absolument, j'allais dire, enfin intouchable, justement par définition. Oui, c'est ça. Eh ben, il joue gagnant. Il y a un joker, là, si tu veux, qui va pouvoir dire, mais alors lui, il va pouvoir dire absolument ce qu'il veut. Oh, c'est complètement facho, c'est gaucho. Voilà. Il pourra dire ce qu'il veut. Il pourra même dire des blagues antisémites s'il l'avait voulu. Enfin, peu importe, il peut dire ce qu'il veut. Il est intouchable. Et puis, il y a l'humoriste de service qui, si tu lui sers, grosso modo, de soupape, si tu veux, pour de temps en temps rigoler un bon coup. C'est de la merde, ça aussi. Il y a la nazie. Et puis, il y a la petite SS. D'ailleurs, c'est marrant. Elle est déjà comme je dis, elle est déjà tendue d'avance. Ça nous évitera du travail. Ouais, Clémentine Autain. Donc, si tu veux, elle est là, par contre, pour défoncer la gueule à Éric Zemmour. Mais elle n'est pas seule. Ah oui, elle était avec la truie. Non, c'est ça, elle est avec la truie de service, Michel Bernier. Voilà, qui, elle, si tu veux, et comme Huster, tu veux, sert de faire valoir, mais, du coup, le nombre est contre Zemmour. Du coup, j'allais dire, toutes les représentations sociales sont contre Zemmour, parce que, contre lui, il a la culture, Huster, c'est la culture, contre lui, il a l'humour, c'est-à-dire, on va dire presque, le peuple, et puis contre lui, il a l'intellectuel, c'est-à-dire, Mademoiselle Autain. Donc, il est perdant d'avance. Et Zemmour a eu beaucoup de courage, je trouve, à venir sur ce plateau, il est resté calme. À essayer de défendre ses positions. Ouais. Mais c'est clair que, si tu veux, quand tu rentres, et ça je l'ai vécu, j'allais dire en première loge, que quand tu rentres sur le plateau, tout le monde en parle, France en tout cas, il faut savoir que tu rentres dans une machine à tuer. Ils sont là, enfin, si tu es à la place de Zemmour ou à ma place, tous les autres sont là pour te descendre. Ah, mais moi j'aimerais faire un carnage au niveau de Tout le monde en parle, version France. Non, mais t'arrives justement, ils savent pas du tout quel genre de réaction tu vas avoir, mais avec un bâton de baseball. Et là, tu décides de tout. Non, tu casses pas la gueule à personne. Je suis d'accord, Ismaël, mais tu casses pas la gueule à personne. Tu démolis le décor. Oui, mais uniquement du Canadien, alors.
Maurice, j'ai pas le choix. Il faut que je te laisse. Les gars, Est-ce que tu m'accorderais 30 secondes? Ouais, vas-y. 25. Attends un petit peu. Je veux juste faire pour mes collègues, mes compatriotes français, mes compatriotes québécois, leur dire d'aller au plus vite sur un site dont je vais donner l'adresse. Ok. C'est le site. On prend en note. C'est le site de la secte. On l'appelle la secte, mais peu importe. De la secte Falun Gong. Donc c'est très simple, si vous voulez, c'est tout le kit www, Falun Gong Info, en un seul mot, falungonginfo.net. Maurice, est-ce que tu pourrais l'épeler pour être certain que les auditeurs le prennent? Falungong info.net. Donc Falun Gong, Falungong. Cette secte, entre guillemets secte, c'est 100 millions de personnes en Chine. Ce que je veux vous dire, et c'est quand même vachement important, c'est qu'il y a maintenant des camps de concentration secrets où l'on tue les pratiquants du Falun Gong pour prélever leurs organes. C'est le centre d'information européen sur le Falun Gong qui m'a envoyé cette dépêche de Bruxelles, dans lequel les preuves s'accumulent. On a un scoop, le ici. Gouvernement chinois, dans la ville de Shenyang, a ouvert un camp de concentration, dit Suyatsun, entouré de murs de 3 mètres de haut, chapeautés de fils de fer barbelés électrifiés, dans lequel régulièrement des trains de nuit sont amenés, avec des trains de nuit qui sont complètement fermés, mais des informations sortent comme quoi ce sont des adhérents du Falun Gong des 3 provinces du nord-est de la Chine, ainsi que de la Chine centrale, qui y sont amenés, et ils ne ressortent jamais. Alors, visiblement, je te cite je vais juste vous citer le truc. Ceux qui sont détenus à l'intérieur sont des adhérents du Falun Gong des 3 provinces du nord-est de la Chine ainsi que de la Chine centrale. On dit que nombre d'entre eux ont été transférés dans divers autres camps de travaux forcés. Les autorités du Parti communiste chinois impliqués ont pris exemple sur la Corée du Nord, selon certaines sources. Ceci est profondément, terriblement inquiétant et confirme nos pires craintes. Les autorités du Parti communiste chinois ont toujours l'intention d'éradiquer le Falun Gong et ne reculeront devant rien. Nous devons être clairs, la persécution n'est pas terminée, elle n'est que plus obscure et plus cachée. Cette source du gouvernement chinois a parlé de collecte d'organes dans l'établissement de Suyatun. Quand des pratiquants de Falun Gong sont envoyés à Suyatun, dit-il, ils n'ont aucune chance d'en ressortir. Le parti ne nourrira pas éternellement ses prisonniers. Alors pourquoi les garde-t-il? C'est très simple. Les pratiquants de Falun Dafa sont tués pour leurs organes qui sont envoyés aux établissements médicaux. La vente d'organes est aujourd'hui un commerce très lucratif en Chine. Merde! Je vous souhaite une très bonne journée à tout le monde. Salut Maurice. Bye. Bye.